Merci de nous rejoindre sur France 24. Les dirigeants européens se réunissent en ce moment à Bruxelles. Vous allez le voir pour un sommet extraordinaire consacré aux moyens d'aider l'Ukraine et de répondre à l'intervention russe en Crimée où sont attendus des observateurs de l'OSCE. Vous le voyez, François Hollande vient d'arriver sur place. Le ballet des véhicules officiels continue. Ce matin, le nouveau Premier ministre ukrainien présent à Bruxelles a fait monter la pression. On l'écoute. Il y a beaucoup d'options sur la table. Nous privilégions l'option politique et ça dépend de la Russie. Si la Russie est prête à mettre fin à ce conflit, ou si la Russie continue d'être réticente et essaye d'aggraver la tension, comme elle l'a fait il y a quelques heures. Et le ballet diplomatique reprendra également tout à l'heure à Rome où est attendu le russe Sergueï Lavrov. Sur le terrain, la tension semble quelque peu retomber. À Saporia, ville russophone du sud-est de l'Ukraine, les habitants ne sont pas tous derrière Moscou. Reportage de nos envoyés spéciaux. Des drapeaux russes flottent devant la mairie de Zaporijia. Une poignée de manifestants sont venus dénoncer le nouveau régime ukrainien. Certains n'hésitent pas à demander ouvertement l'aide de Vladimir Poutine. Nous sommes en danger, désarmés et menacés. Et quand nous sommes en danger, bien sûr que nous demandons l'aide de la Russie. Merci Poutine et merci la Russie. Nos familles et nos amis vivent là-bas. Mobilisés en vue d'une éventuelle attaque russe, ces réservistes de l'armée ukrainienne se sont rassemblés devant une caserne. Ils ironisent face à de telles réactions. Les gars, mon beau-père est russe, ma femme est russe. Ils viennent pour protéger ma propre femme contre moi? Ces hommes ne veulent pas d'un conflit avec la Russie. Mais pour eux, l'action de Poutine en Crimée est injustifiable. La plus grande partie de la population parle russe ici. Mais quand ton voisin vient chez toi et te dit comment et avec qui tu dois vivre, ce que tu dois faire, alors là, ça ne va plus. Au même moment, une rumeur persistante fait le tour de la ville. Des activistes pro-russes venus de l'extérieur pourraient prendre d'assaut le siège de l'administration régionale. Alors, comme à Kiev, les groupes d'autodéfense se mobilisent. Après ce qui s'est passé dans d'autres régions, nous savons que la menace est réelle. Et pour le moment, la police ici ne s'est pas encore remise de tous ces événements. Ils sont démoralisés, ils ne peuvent pas vraiment remplir leur rôle. Donc pour moi, c'est normal que les unités d'autodéfense interviennent. L'attaque n'a finalement pas eu lieu. Zaporijia, ville industrielle de l'Est ukrainien, vit au rythme du bras de fer engagé par Moscou. Autre signe possible de détente, le drapeau ukrainien flotterait de nouveau ce matin sur Donetsk, la ville de l'Est de l'Ukraine qui a connu il y a quelques heures encore les manifestations pro-russes les plus virulentes. Christophe Dansette. D'un côté, un groupe de manifestants drapeau ukrainien à la main. Donetsk est en Ukraine, crie-t-il. Face à eux, des pro-russes. Les premiers projectiles volent. La police débordée a bien du mal à retenir les deux camps. Très vite, certains en viennent aux mains. Pendant plusieurs heures un peu plus tôt, les deux foules se sont fait face sur la place Lénine. Deux Ukraines. L'une, pro-russe, parfois nostalgique de l'URSS, qui dénonce ce qu'elle appelle un coup d'État. L'autre, souvent plus jeune, redoute que le pays soit de nouveau soumis à la puissance de Moscou. Chaque camp affirme sa légitimité. Si certains veulent vivre sous influence de l'Ouest, c'est leur choix. Mais nous voulons vivre avec notre fédération russe. Nous ne voulons pas être séparés de l'Ukraine. Je veux vivre sous le drapeau ukrainien. Des drapeaux qui, tout au long des derniers jours, sont devenus le symbole de la lutte de pouvoir entre pro-russes et pro-révolutionnaires. Le lieu de cette lutte, l'immeuble du gouvernement régional de Donetsk. Lundi, des pro-russes s'emparent du bâtiment et hissent la bannière de la Russie sur le toit. Mercredi, la police ukrainienne prétexte une alerte à la bombe pour faire évacuer les locaux. Les révolutionnaires en profitent pour faire remplacer le drapeau russe par celui de l'Ukraine. Le scénario se répète mercredi après-midi. Une foule de pro-russes force les barrages de la police et parvient à hisser les couleurs de la fédération en haut de l'immeuble. Pas pour longtemps, dès le lendemain, le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine flotte de nouveau sur le toit du bâtiment.
Et on retrouve tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux en Crimée, à Simferopol, Johan Baudin. Johan, première question, y a-t-il des signes de désescalade chez vous? Est-ce que la tension retombe en ce moment à Simferopol? Bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la situation est strictement la même que depuis plusieurs jours. Il y a toujours ces casernes qui sont encerclées par ces soldats russes, toujours à l'intérieur, ces soldats ukrainiens qui sont désarmés, en sont réduits à observer ce qui se passe. Il y a toujours ces éléments cosaques qui tiennent la rue. Il y a toujours cette population qui regarde ce qu'il se passe depuis une semaine avec un certain fatalisme et une certaine résignation. On vient d'apprendre que le Parlement de Crimée s'est prononcé, a priori ce matin, à l'unanimité en faveur du rattachement de la région à la Fédération de Russie. C'est une info qui nous provient de l'agence de presse RIA. Quelle crédibilité faut-il donner à cette information ? Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, toutes les annonces effectuées par les autorités, les nouvelles autorités de Crimée, ces autorités qui aujourd'hui refusent d'être rattachées au gouvernement de Kiev et qui ont demandé l'aide de la Russie, toutes ces annonces passent par des médias officiels russes. Autant sur le plan militaire, on peut noter qu'il y a eu une certaine planification des opérations, autant au niveau politique, il y a une très grande improvisation. Ce référendum, à l'origine, devait se tenir le 30 mars. En fait, la première annonce qui avait été faite il y a 10 jours, ce référendum aurait dû se tenir le 30 mai, le même jour que la présidentielle en Crimée. C'est donc un processus politique qui a été accéléré, semble-t-il. On veut aujourd'hui accélérer ce processus politique qui, ici, est quasiment inexistant. Les institutions du gouvernement local de Crimée sont quasiment inexistante. Il y a juste 3-4 personnes dans ce gouvernement qui a prêté allégeance à Moscou. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui va sécuriser ce scrutin? Les policiers? Pour l'instant, la police est réduite à des tâches de routine. Qui tient aujourd'hui le pays? Eh bien, il s'agit des soldats russes et il s'agit des éléments les plus extrémistes russophones. Il s'agit des Cosaques et des hommes du bloc russe. Alors, la question aussi est comment peut-on tenir un référendum, un scrutin, alors que 50% de la population vit quasiment dans la terreur. Il faut savoir que s'il y a 60% de la population qui est russophone, tous les russophones ne sont pas pour le rattachement à la Russie. Donc la question qui va être posée est la Crimée va-t-elle rester autonome dans l'Ukraine ou va-t-elle rejoindre la fédération russe? La question aussi de la crédibilité de ce scrutin se pose donc réellement. Merci Johan Baudin, direct de Simferopol. Et puis autre information plus ou moins confuse qu'il faudra vérifier et qu'il faut prendre également avec des pincettes dans cette espèce de diplomatie qui va dans tous les sens. La Crimée demande à Moscou d'étudier son rattachement à la Russie. Voilà sur ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette page ukrainienne.